Eh bien bonjour, comme d'habitude je me représente à chaque fois, Della Ragione Ralph, pour ceux qui me découvrent maintenant. Et voilà, la dernière fois, le numéro 59, donc de la série de mes vidéos, je traitais de ce qui concerne les religions. Et là c'est un peu comme un suivi sur ce thème-là. Alors ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup y pensent le Christ, notre Père, le Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc., etc. Ça, c'est les religions chrétiennes. Bon, elles ont toutes des défauts, chrétiennes, musulmanes, n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de gens, ils sont adorateurs du Christ. Mais si on réfléchit bien, si réellement le Christ, parce que ça, je n'ai pas vécu à cette époque-là, bien sûr, hein, mais si effectivement le Christ aurait dit, en supposant, d'après la Bible d'ailleurs, le Christ il aurait dit à ceux qui l'ont persécuté, par rapport à ceux qui l'ont persécuté et qui l'ont mis sur la croix, il s'est adressé au Seigneur. Quelqu'un qui est dans le ciel. Bon, Dieu existe pour du bon, je pourrais en expliquer et en donner la preuve scientifique, qui ne peut pas ne pas exister. Alors, le Christ sur sa croix de bois, cloué sur sa croix, il disait au Seigneur, « Pardonnez-les, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais imaginons que le Seigneur satisfasse la volonté du Christ, hein, et qu'il pardonne. Mais alors il pardonne aux démons. C'est pardonner aux démons, ça, dans ce cas. Et ce n'est pas normal. Pardonner aux démons, ça veut dire les blanchir de leurs péchés. Puisque si jamais le Seigneur aurait écouté le Christ, c'est dégoûtant ça. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec le Christ. C'est-à-dire que moi, je me tiens droit, je me tiens à carreau, je fais attention, et je dois me retrouver sur le même pied d'égalité, imaginons des marches d'escalier, des larges escaliers. Et chaque marche qu'on gravite, eh ben, c'est une élévation vis-à-vis plus on gravite des marches, moins on a péché, par exemple. Eh ben, je me vois très mal. Pour moi, quelle que soit la marche du podium où je me trouve, la marche d'escalier, je me sens dégradé, raillé, parce que on met sur un même pied d'égalité, en conséquence, les démons. Alors c'est comme si Satan, Belzébuth, Lucifer, ils me serrent la main, ils sont sur le même pied de marche. Ils veulent me serrer la main, je dis mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en enfer, vous, hein? Vous êtes des démons. Ils pourraient me dire, ah oui, mais c'est grâce au Christ, il nous a graciés, il a demandé à Dieu de pardonner nos péchés, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, et du coup on est sur le même pied d'égalité que toi. Alors ça sert à rien, moi, d'être droit, d'avoir une bonne droiture morale. Si je me retrouve sur un même pied d'égalité avec des malfaiteurs, des pourris, à qui le Christ, comme un con, il demande à ce qu'il soit pardonné. Moi non, moi je suis pas d'accord avec ça. Les salopards d'un côté, les braves de l'autre, hein. C'est légitime. Il faut qu'il y ait un enfer pour eux, parce que sinon il n'y a pas d'enfer. Autrement dit, si la volonté du Christ aurait été exaucée par rapport à Dieu, alors là, tous les monstres, tous les démons pourrait revendiquer la même chose. Il pourrait dire, ah ben attends, tu as gracié, tu as demandé à ce qu'il soit pardonné, les sataniques, les belzébuciens et autres. Hein. Alors nous aussi, on veut être, et on a même moins péché qu'eux, on est moins diabolique qu'eux, et ben nous aussi, alors on doit être sur la même marche de podium que les braves. Nous aussi, on doit être amnistiés de nos péchés. Alors du coup, il n'y a plus personne qui va en enfer dans ce cas. Et ce n'est pas c'est de l'injustice au nom de la justice divine de l'au-delà. Hein. Et moi, je suis pas du tout d'accord, donc je regrette, je suis pas du tout un apôtre du Christ, hein, ça surtout pas, hein. Ah non, hein. Moi je suis pas un brave imbécile qui pardonne à tout va, hein. C'est légitime de ma part d'être stoïque. Bon, ensuite, je tiens à vous dire une chose, bon, quand je vous ai dit que Dieu existe pour du bon, alors bien sûr, il y a des gens, ils ne peuvent pas me croire, et j'en veux à Dieu, parce que quand il me parlait par message psy, il me disait, ça me plaît pas, de sa part, il me dit, ce que je vais te dire, toi seul peux l'entendre. Mais c'est ça le problème. Alors moi seul peux l'entendre, il devrait s'adresser au monde entier, oui, pas moi seul peux m'entendre. Et même quoi qu'ils me disent, en bien ou en mal, eh ben, si je suis le seul à l'entendre, c'est comme si quelqu'un, il me tape sur l'épaule devant une foule, et il me dit à l'oreille, t'es un imbécile, t'es un connard. Et après il dit, oh, je lui ai dit que c'est mon meilleur ami, lui, hein. Et il tape.
J'ai dit, oh, mais tu m'as dit que je suis un connard. Mais j'ai jamais dit ça. Si personne ne l'a entendu, on peut me raconter à l'oreille ce qu'on veut. Le bon Dieu, il peut me raconter ce qu'il veut alors, hein, en me disant, toi seul peux m'entendre. Il peut me mentir dans ce cas. Hein. Alors, je me rappelle quand j'avais 6 ans, à Lanenbroek, au pensionnat maudit, dans lequel ma mère, qui me voulait ardemment, hein, d'ailleurs, de mon père, elle voulait absolument un enfant de mon père, donc je suis pas né d'un viol ou d'un inceste ou de je ne sais pas quoi, hein. Non, j'ai été vraiment désiré, hein. Mais ma mère, elle était enthousiaste de mon père, qui était artiste de music-hall, magicien sur scène, violoniste, enfin, donc elle le vénérait. Elle voulait absolument un enfant de lui, et donc je suis né. Mais après, mon père, comme il est artiste, il voyage, bien sûr. Et ma mère, c'était pas sa vie. Elle travaillait comme serveuse dans les bars, et je devenais un paquet pour elle. Alors elle m'amenait de pensionnat en pensionnat. Elle m'a mis dans un pensionnat maudit en Suisse, où je l'avais déjà dit une fois, la cave de ce pensionnat, figurez-vous, c'était un vaisseau spatial, l'intérieur d'un vaisseau spatial, et oui, extraterrestre. Et à bord de ce vaisseau spatial, qui était camouflé sous forme de cave, hein, d'ailleurs les murs étaient tapissés de briques, enfin des sortes de briques, des pierres, des murs en pierre d'un côté. Après, de l'autre côté, il n'y avait pas de fenêtre, rien, et c'était une matière comme du ciment, mais c'était pas du ciment, on ne sait pas ce que c'était comme matière d'un autre côté. Et au fond de cette cave, il y avait une machine cannibale, hypnotique, d'origine extraterrestre. J'en avais déjà parlé. Et je pensais que cette machine, ce vaisseau spatial, était unique de par la planète d'où il vient, qui était unique à être venu sur Terre avec cette machine. Eh ben non, j'ai pu constater qu'il y a d'autres machines. Donc il y a eu d'autres extraterrestres qui sont venus sur Terre, mais qui proviennent de cette même planète. Et là, je ne parle pas des 2 extraterrestres qui me connaissent très bien et qui ont, eux, le livre de mon destin. Bon, je leur en veux pas pour ça. Ça leur a été fourni par mon ex-patron qui travaillait pour Nice Matin, en sous-traitant. Il traitait avec Nice Matin pour les transports. Hein. Et donc, les extraterrestres, ailleurs, ils ont le livre de mon destin. Eux, j'ai rien à leur dire. Ils sont policiers, ailleurs. Ils sont venus dans l'espoir d'être protégés de l'Antéchrist. Et ils m'ont pris à moi pour l'Antéchrist. Et du coup, ça m'a inculqué dans la tête que l'Antéchrist existe. Et un ex-patron ultérieur d'un magasin, d'un atelier de sérigraphie, il s'est fait passer pour l'Antéchrist, comme j'ai parlé un peu, et je l'ai pris au sérieux. Je me suis dit, ça y est, il est l'Antéchrist, et je l'ai blessé de quelques coups de fourchette. Je pensais qu'il était invincible, invulnérable. Et puis c'est comme ça qu'on m'a mis à l'asile. Le flic qui m'a interrogé, il a dit, oh fou, ils m'ont mis à l'asile. Alors même que le psychiatre, ce salopard de psychiatre, le docteur Camusard, il savait, il était au courant de beaucoup de choses. Hein, donc il savait très bien que je n'étais pas cinglé. Je n'aurais jamais dû mettre les pieds dans ce sale asile-là, à l'hôpital Sainte-Marie à Nice. Hein. C'était en 1989, en avril 1989, voilà. 27 avril 89 exactement. Et donc après je suis sorti au bout de 4 mois et demi. Et pour moi j'ai vécu l'enfer, ils me cachetonnaient, ils me mettaient des produits, on est des tubes à essai là-bas, hein. C'est pour ça que j'aime pas la psychiatrie, hein. Ça alors là, absolument pas, je préfère la prison. J'ai fait de la prison pour avoir manifesté anti-corrida, hein. Et je ne le regrette pas. Et j'ai fait de la prison, dans mon cas à moi, pour moi c'est une bonne carte à visite, c'est pas une mauvaise carte à visite, hein. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que Dieu, quand j'avais 6 ans et que j'étais enfermé dans ce pensionnat maudit, hein, il m'a dit cette machine vient d'un autre monde, un monde qui n'a pas le même Dieu. Donc Dieu m'a confirmé qu'il n'est pas le seul, contrairement aux religions chrétiennes, musulmanes et autres, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y a des dieux pour chaque planète habitée. Et les dieux, ils ne sont pas aussi puissants qu'on le croit. Ils sont le produit de la logique, du savoir cosmique universel. Ils ont été créés mathématiquement. Ils ont eu une naissance. Dès la naissance d'une planète habitable, et qui après finit par être habitée, ben il faut qu'il y ait un bon Dieu. Mais tous les dieux, ils ont des défauts, ils ne peuvent pas être rigoureusement parfaits. Parce que s'ils sont rigoureusement parfaits, ils sont mathématiquement parfaits. Or,
Et ils ne peuvent pas être de bons dieux, parce que la science mathématique, elle ne pardonne aucune erreur. Vous faites une erreur dans, par exemple, un code d'accès. Je donne un exemple. Si vous allez devant un distributeur, vous connaissez pas, vous avez oublié votre code d'accès, vous mettez votre carte, hein, le code où vous faites une erreur d'un chiffre, eh ben, il marque erreur. Il vous le donne pas. Même vous pouvez faire coucou au code d'accès. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez pleurer en disant c'est important, c'est urgent, il me faut moins d'argent. Vous retirez par exemple 100 euros. Vous voulez retirer 100 euros. Eh ben, ils ne vont pas vous les donner parce que ils disent, même si c'est une question de vie ou de mort pour la circonstance, eh ben, ils vous donnent pas. Alors comment faire? Parce que vous avez affaire à la psychorigidité de la science exacte qui ne pardonne aucune erreur et par souci d'intégrité, en même temps pour protéger votre compte contre des hackers. Parce que si par sentiment, par bonté, il vous donne quand même, il comprend votre cas, il vous donne de l'argent, eh ben, qui lui dit, qu'est-ce qui lui prouve que vous n'êtes pas un hacker, que vous n'êtes pas là pour hacker et que vous avez la larme à l'œil pour voler de l'argent? Donc, il est programmé, il obéit à un programme strict. Alors, comment faire pour avoir quand même votre argent? Eh bien, le seul moyen, c'est d'aller au guichet, de s'adresser à un guichetier qui travaille dans la banque, alias une sorte, pour la circonstance, une sorte de bon Dieu, qui lui, il va demander bien sûr de vous identifier par une pièce d'identité, il va vérifier si vous avez bien un compte chez eux, c'est confirmé, alors il demande combien que vous voulez retirer. Et alors là, par exemple, vous dites, bon ben 100 euros, j'ai oublié mon numéro de code, j'ai pas réussi à l'obtenir au distributeur, alors il vous donnera une carte minute qui vous permettra de retirer l'argent que vous avez besoin dans un distributeur interne et sans code, vous n'avez pas besoin de code. Donc il fait en fait office de bon Dieu, il vous sauve. Mais imaginons qu'il n'y ait pas que soit, je dirais même pas une banque en ligne, parce que là on peut les avoir au téléphone, mais imaginons qu'il n'y a que la monnaie virtuelle, numérique, hein. Et si jamais vous faites une erreur dans votre code d'accès pour retirer de l'argent et qu'il n'y a pas de personne au guichet, il n'y a pas de bon Dieu pour vous protéger de votre erreur, pour vous pardonner en fait de votre erreur, parce que le banquier dans ce cas, le guichetier, il pardonne votre erreur puisqu'il vous donne l'argent qui vous appartient, qui vous revient de droit, qui est légitime. Mais s'il n'y a pas lui, eh bien votre argent, vous n'en voyez jamais la couleur, parce que vous avez affaire à la psychorigidité d'esprit d'un ordinateur. Et la science exacte, elle est animée, c'est un immense ordinateur éthérique et omniprésent, et qui a tous les calculs possibles et imaginables, qui a la réponse à tout en instantané. Pour le savoir cosmique universel, science mathématique universelle, ce qui est vrai à un endroit de l'univers est reconnu comme vrai partout dans l'univers. Nous avons la notion de séparation, de distance vis-à-vis de notre planète, vis-à-vis de notre galaxie. Mais pour la logique, toute vérité est logique, est mathématiquement logique, puisque c'est logique. Et toute vérité est reconnue comme telle, non pas à un endroit de l'univers, même si elle est exprimée à un endroit de l'univers, mais elle est connue par l'univers tout entier, comme si ce n'était qu'un seul point. Toutes les vérités et tout ce qui se passe dans l'univers sont comme concentrés au sein de l'univers qui est infini, sont comme concentrés dans un seul point, où chaque microparticule de ce point, chaque vie, chaque existence qui est dans ce point et qui correspond à toutes les galaxies possibles et imaginables de l'univers, eh ben, chacune est soumise à la logique, pas sous les fourches codines, d'être l'effet d'une cause. Il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Un miracle, comme par enchantement, quelque chose. Oui, même si quelque chose apparaissait, ça semblerait être un miracle, hein, mais c'est composé de bosons, des petites particules qui peuvent apparaître, mais ensuite qui ont une durée de vie éphémère, qui disparaissent. Hein. Mais ce n'est pas un miracle, c'est l'effet d'une cause. À tout effet, il y a une cause. C'est infaillible. Voilà, ça c'est de la logique universelle. Donc, et tout s'articule sur cette logique. On est composé intérieurement, mathématiquement, et on est composé, et l'extérieur dont on fait partie est également mathématique. Tout l'univers est mathématique. Alors imaginons, parce qu'on parle de distance, imaginons que là, moi je suis par exemple la galaxie de mon métabolisme, de toutes mes cellules. Imaginons que là,
dans ce doigt, au bout de ce doigt, il y a un vaisseau spatial qui veut aller à l'autre bout de la galaxie. Alors que je fasse ça ou que je fasse ça, la distance que ce vaisseau spatial doit franchir pour se retrouver sur mon autre doigt, eh ben, elle peut être l'équivalent de 100 ans ou 1000 ans-lumière, par exemple. Vous voyez, il faut 1000 années-lumière pour rejoindre l'autre bout. Et entre, il n'y a rien. Je veux dire, le passage n'est pas possible. Alors, je peux rendre possible le passage. Si je réunis, c'est-à-dire que si c'est l'espace qui vient au vaisseau spatial, c'est comme s'il se téléporte, comme s'il se dématérialise et se rematérialise à 1000 années-lumière de distance. Voilà, je fais ça, je rejoins, il prend un raccourci, comme un trou dans l'espace. Il utilise des trous dans l'espace. Et ça, c'est un extraterrestre. Eh oui, je suis marqué par le destin. Probablement le premier extraterrestre que j'avais rencontré à Urbès, en Alsace. Et lui, c'était pas un écran, c'était pas du tout il vient pas de la même planète du vaisseau spatial de Landenbroek avec cette salope de machine hypnotique cannibale, hein, et ni des extraterrestres que je connais, enfin qui me connaissent bien eux et qui ont le livre de mon destin et qui étaient ailleurs, qui étaient policiers ailleurs. Non, lui c'était le tout premier quand j'avais 6 ans à Urbès. Alors lui, son vaisseau spatial, comme je l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo, c'était comme un comme un obus. Il était circulaire et il n'est pas très grand. Et pourtant, il avait une taille normale. Je lui donnais une quinzaine d'années. Moi, j'avais 6 ans. Il était jeune. Il me semblait jeune. Mais sur sa planète, il m'a dit, l'espérance de vie est entre 1000 et 2000 ans. Alors, c'est pour ça qu'ils ont le temps d'évoluer techniquement, hein. Et son vaisseau spatial, il faisait quoi? De là à ici. Voilà, il faisait peut-être 3,50 m de diamètre. Il était circulaire et il était conique et vers le haut, ça partait comme en vrille, comme si ça avait une fonction, cette forme vrillée. Ça participe à la solidité et peut-être ça avait une fonction d'orientation, je ne sais pas. Et il m'a dit que à l'époque, hein, que l'espace est courbe et qu'il passait, il n'a pas dit par des trous de verre, comme les savants, ils disent il y a des trous de verre. Non, il n'a pas utilisé le terme verre, parce qu'à l'époque déjà ça n'existait pas, le terme trou de verre. Mais il a dit, il passe par des trous dans l'espace, que dans l'espace il y a des trous, il passe par des raccourcis. Chose et donc il pouvait rapidement arriver sur cette terre. Mais il était mal adapté. Je voyais, il marchait péniblement. Moi, je pouvais courir, j'étais un gamin pourtant. Je pouvais courir, sauter. Et lui, il marchait comme s'il avait un poids immense sur ses épaules. Il a dit, c'est beau la nature, j'aime bien, mais je suis obligé de retourner sur ma planète parce que j'arrive pas à m'adapter. Voilà, il aurait voulu vivre sur Terre. Alors, après, son vaisseau spatial, il est resté quelques jours quand même, hein. Mais son vaisseau spatial, après, il a disparu. Et il était sur du gazon dans une propriété voisine, hein, la propriété de monsieur, je me rappelle même du nom du patron de l'établissement du bar. Il faisait bar, tabac, restaurant, à côté, à Urbais. Il s'appelait Monsieur Boller. Et il jouait, c'est pas un jeu de mots, aux boules avec des collègues. Souvent, il s'engueulait entre boulistes, voilà. Et il avait un immense terrain. Et c'est sur ce terrain-là que ce vaisseau spatial avait atterri. Et quand ce vaisseau spatial, il a disparu, il est parti, eh ben, le gazon, comme du gazon ici, là, du gazon vert, il était comme brûlé sur toute la surface où il y avait le vaisseau spatial. Ça faisait un cercle, enfin plein, un cercle plein, la terre était brûlée, voilà, comme toute noire, brûlée. Et il m'a dit, le gars, alors lui, c'est pas du tout comme un écran. Il projette pas des gaz contre un écran qui le rend fluidique et qui change de direction en fonction de l'endroit où il projette des gaz. Non, lui, c'est électrique. C'est un système électrique très perfectionné. Voilà. C'est donc il y a plein de systèmes de vaisseaux spatials qui sont plus ou moins perfectionnés et qui voyagent à des vitesses plus ou moins grandes. Et il est possible que, là je parle maintenant du vaisseau spatial de Landenbroek, il est possible qu'il soit, qu'il ne passe pas par des trous, mais qu'il soit supraluminique. La vitesse de la lumière peut être dépassée. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais en bas dans la cave, je voyais tout. Alors ils avaient enlevé les briques tout autour, et puis on voyait tout, on voyait plein de voyants lumineux partout, hein, et j'ai voyagé
Alors il y avait, je crois que c'était le cuisinier, hein, son second en cuisine. Il y avait le salopard qui était d'origine extraterrestre, lui, moi et la machine hypnotique. Honnêtement, je vous prends pas pour des idiots. J'ai voyagé dans l'espace et ce qui me fait dire qu'il est supraluminique, c'est que c'était pas, contrairement au vaisseau spatial de ceux qui étaient hier, qu'ils ont voyagé pendant 20 ans. Ils m'ont dit ça fait plus de 20 ans qu'on voyage. Eh ben eux non. C'est sûr qu'ils risquaient pas de voyager 20 ans parce que contrairement à ceux de hier, ils n'avaient pas d'hibernateur à bord. On était normaux comme ça et on n'était pas en gravité, en sous-gravité. Il y a un système qui est gravitationnel, enfin interne. Hein. Il y avait des caissons où il y avait de la nourriture, mais il y avait de la nourriture pour combien de temps? Pour même pas une semaine. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont plusieurs de cette même planète à avoir repéré la Terre. Et ils sont arrivés, plusieurs, parce qu'il y a eu plusieurs machines hypnotiques. Pas la Nunbrook. La Nunbrook, j'en ai vu une. Je pensais qu'elle était unique à être que ce vaisseau spatial. Il n'y avait que lui qui est venu sur Terre. Eh ben non, il y en a eu dans différents endroits. Et je sais des trucs de fou. Mais ce qui paraît fou ici sur Terre, c'est courant sur d'autres planètes où les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Les règles de vie ne sont pas les mêmes. Leur Dieu n'est pas le même. Vous comprenez? Et moi, je ne prends pas les gens pour des idiots. Hein. Je ne raconte que la vérité. Je dis que la vérité, moi. Mais souvent, les vérités que je dis, c'est fiction. Alors, on n'est pas allé sur leur planète parce que le cuisinier, lui qui était un vrai terrien, il a un peu balisé, il a dit allez, on retourne. Et on est revenu sur Terre. Et il n'y avait pas de hublot. Et il fonctionnait au radar, une sorte de radar. Il y avait un écran qui simulait le ciel, les étoiles, on voyait à travers l'écran. Il était tout fermé. Et il avait un truc qui dirige, comme ça, une manette, c'est tout. Mais celui-là, le vaisseau spatial, à mon avis, il voyage beaucoup, beaucoup plus vite que le vaisseau spatial des deux extraterrestres, qui voyagent à la vitesse de la lumière, je dois préciser. Hein. Ils ont mis 20 ans, donc ils sont à 20 années de lumière. Et si jamais les télescopes Hubble ou autres arrivent à repérer leur planète, je vous signale que sur leur planète à eux, le ciel, il est vert. Parce que oui, je sais, ça paraît fou. Je m'étais un moment, alors est-ce que c'est par l'esprit? J'ai fait un voyage astral, j'étais sur leur planète à eux, que je savais pas que j'étais sur leur planète à eux. Et le ciel est vert au lieu d'être bleu. Et j'avais vu des panneaux comme ça d'affichage et des écritures, on aurait dit de l'hébreu. Et pas des affiches colorées, sur papier coloré et puis que de l'écriture. Comme s'ils ne connaissaient pas l'offset, le tirage offset, certainement les appareils photo, oui, mais le tirage offset en nombre, peut-être qu'ils ne connaissaient pas, malgré leur technologie très en avance sur la nôtre, du moins technologie spatiale, hein, je précise. Et donc on est revenu sur Terre, mais bien sûr, Alan Nunbrook, il a repris sa place, ce vaisseau spatial. Hein. Et ce qui est inadmissible, c'est que c'est écrit dans le livre de mon destin. Et personne n'a rien fait pour aller le bloquer, ce vaisseau spatial. C'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant, je vais vous laisser. Je sais que tout ce que je dis paraît farfelu, et pourtant c'est la pure vérité. Un de ces quatre, la vérité éclatera au grand jour. Et à ce moment-là, on me verra sous une autre forme. Je veux dire par là qu'on comprendra que j'ai dit la vérité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, et à la prochaine vidéo, dimanche prochain. Merci, au revoir.